Déjà mentalement là, j'ai commencé déjà méchamment à me fragiliser. Et là je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Là le corps m'envoie clairement un signal. Après c'est comme ça que j'ai décidé de prendre contact avec toi. On peut quantifier très rapidement en termes de ressenti, même en termes de chiffres. En effet, c'est vrai que c'est assez particulier. Je me dis, waouh, là on va démarrer de très bas, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais déjà la seconde séance, ça a été assez significatif. Au niveau mental, tu as donné des petits trucs où on se dit, c'est possible. On ne va pas se focaliser sur une situation difficile, on va directement se focaliser sur le résultat à avoir. C'était radical. J'ai vu ce changement, je t'ai vu dans ton attitude, j'ai vu dans ta posture. Ça prouve que c'est possible. Bonjour Koa, comment vas-tu ? Ça va, merci et toi ? Écoute, tout d'abord, j'aimerais te remercier pour ta présence. Donc ici, nous sommes en train d'enregistrer mon premier podcast. Donc c'est une première pour moi, mais je pense aussi que c'est une première pour moi aussi. C'est une première pour toi. Voilà, donc moi j'étais à l'habitude d'être interviewé à l'époque où j'étais athlète. C'est une première comme tu le disais. Par contre, c'est aussi une première pour cette présentation. Donc, en tout cas, j'apprécie que tu sois là parce que déjà, tu es quelqu'un que j'apprécie. Donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, on se connaît depuis comme un petit bout de temps, depuis 2010, si je ne dis pas de bêtises. Exact. On ne s'est plus vu pendant un temps parce que tu as déménagé. Ouais. Mais voilà, on a repris contact, tu as repris contact avec moi et pour des bonnes choses, en tout cas, je l'espère. Oui, si je suis toujours là dans ton programme, c'est que c'est le cas. Écoute, ici, pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Donc Koa, mon prénom, j'ai 43 ans, marié, 2 enfants. Professionnellement, je suis agent indépendant pour une grande banque. Je suis associé avec 3 personnes et j'ai 15 personnes employées donc, dans notre structure. D'accord. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus brièvement de ton parcours professionnel avant ça? Est-ce que tu as travaillé pour d'autres entreprises? Oui, donc en fait j'ai fait des études en sciences économiques à l'UNIF et j'ai été diplômé en 2002. C'était une année assez particulière parce que c'était on va dire la première crise financière que j'ai pu connaître, c'était l'éclatement de la bulle Internet. Et cette année-là, j'ai beaucoup de mes camarades qui ont décidé de poursuivre leurs études vu que le marché de l'emploi était assez compliqué dans notre secteur. Moi, j'avais qu'une seule envie, en fait, c'était de commencer à travailler. Et donc, j'ai poussé la porte en fait, d'une agence d'intérim et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de travailler dans une petite banque, en fait, donc à 2 pas de l'agence. Et je suis rentré dans une fonction au départ administrative. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Puis, j'ai effectivement changé d'horizon, d'employeur à plusieurs reprises, pour, à un moment donné, me dire je suis plutôt fait pour travailler en tant qu'indépendant. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'abord de me lancer en tant que consultant pour des entreprises. Ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais à un moment donné. Donc c'est passé vers quelle période cette transition? C'est passé en 2015, cette transition. Oui, c'est ça, en 2015. Mais c'était plus pas une opportunité. C'est parce que j'avais pas mal de mes clients qui me disaient tiens, pourquoi tu ne te lances pas en tant que conseiller pour les entreprises? Parce que il y a vraiment un besoin de dialogue avec quelqu'un qui sait faire le pont entre la banque et la réalité dans les entreprises. Donc c'est comme ça en fait que j'avais vraiment sauté le pas. Mais bon, en travaillant tout seul, je me suis vite rendu compte que c'était assez compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué plus exactement? Tout. C'est qu'on ne sait pas être au four et au moulin. Mm-hmm. Pendant que je travaille chez les clients, je ne sais pas vraiment répondre à d'autres demandes, ne fût-ce que pour établir des devis, bêtement ça. Et donc c'était vraiment ça qui était compliqué. J'ai connu la réalité aussi de la complexité d'encaisser les factures à temps. Et ça, c'est quand même une réalité pour un indépendant qui, je pense, qui parle à tout indépendant en tout cas. Mm-hmm. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça qui a été difficile. Et donc j'avais mal quantifié, on va dire, la charge de travail
et la complexité justement d'établir un plan financier tout à fait viable. Donc c'est ça. Donc en fait, ce démarrage, c'était quelque chose qui était un challenge pour toi, que tu as relevé depuis? Oui. Okay. Parce Et... qu'à un moment donné, voilà, vu que ça ne se passait pas très bien, que j'ai fait un pas en arrière. Et j'ai donc décidé de revenir en fait, dans le secteur bancaire sous le statut employé. Et à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée pour que je me remette sous le statut indépendant, mais pour travailler dans le secteur bancaire et de m'associer avec des personnes. Et ça, c'est arrivé il y a combien d'années? C'est arrivé en 2018. D'accord. C'est arrivé en 2018. Et ici, de 2018 jusqu'à présent, donc tu as évolué dans ces... Toujours sous le statut indépendant, toujours dans le secteur bancaire, pour une grande banque. Et récemment, cette banque en question a décidé de restructurer, ils n'aiment pas ce terme, mais ils disent plutôt de consolider le réseau des agences et donc de regrouper les agences en question. Et dans cet exercice-là, il y a des agents indépendants qui ont dû soit quitter, soit renoncer tout simplement au projet qui était proposé. Et dans ce contexte-là, moi, j'ai décidé en fait de continuer et de devoir m'associer avec des nouvelles personnes. Donc toi, tu as plutôt vu ça comme une opportunité? On va dire ça comme ça. On va dire que dans un premier temps, j'ai hésité parce que dans cet exercice, je devais en fait me séparer de deux associés avec lesquels je m'étais lié d'amitié, une amitié très forte. C'était devenu des membres de la famille pour moi. Et du jour au lendemain, la banque décide, voilà, il faut en fait se séparer, grosso modo. Donc j'ai assez mal vécu dans un premier temps ce contexte-là. Donc c'était pas vraiment une opportunité. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi. Je veux continuer en fait dans le secteur parce que c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup et surtout sous ce statut-là. J'aime vraiment être indépendant dans la mesure du possible dans mes décisions et surtout de pouvoir choisir en fait son personnel, choisir la façon dont on gère son personnel. Donc voilà, c'était pour moi assez important. C'est un petit peu le fait de pouvoir maîtriser un peu plus les décisions et les choix stratégiques qui sont derrière tout ça. Ça. Parce que la fonction de manager dans le secteur bancaire, par exemple, c'est celui que je connais le plus, évidemment. Lorsqu'on est manager en tant qu'employé, on a difficilement les cartes en main pour récompenser, mais aussi pour sanctionner une personne. Donc, ça peut être frustrant tant pour l'employé en question que pour le manager. Tandis que quand on est indépendant, on a plus cette liberté-là. Et je trouve, pour moi, c'était un élément qui était assez important. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux me parler, vite fait, là on fait un petit switch, en termes d'activité physique, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que moi je suis entraîneur personnel et ancien athlète de haut niveau. Quelle était la place que le sport prenait dans ta vie au quotidien avant de démarrer Rise? Donc avant de démarrer Rise, moi ce que je faisais comme activité, c'était du football en salle. Pendant de nombreuses années. J'ai fait ça jusqu'en 2015. Okay. Exactement. J'adorais le football en salle parce que j'avais beaucoup d'explosivité. Ça me permettait vraiment de me dépenser et la place que j'occupais, c'était la place de gardien. Ça a toujours été la place que je le sauveur. Pas le sauveur, c'est celui qui est derrière, qui a une vue globale, en fait. Qui a une vue globale sur le jeu. Voilà, j'aimais bien voir tout de l'arrière et de pouvoir donner des instructions en fait, à mes défenseurs et éventuellement relancer le cours du jeu. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors pourquoi j'ai arrêté en 2015? C'est parce que c'est l'année où on m'a confirmé en fait une polyarthrite rhumatoïde. En bref, c'est le rhumatisme du jeune. Et ça a été très, 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 très invalidant pour moi. Il était impossible de refaire, de faire du sport, tout simplement. Tous les matins, je perdais 20 minutes à dérouiller, comme on dit dans cette maladie. Donc, incapable de marcher, même
ouvrir une bouteille de lait, je devais demander à mon fils qui avait 8 ans de le faire à ma place. C'est un moment où je me souviens que quand tu m'avais parlé, t'avait vraiment beaucoup miné, ça t'a validé physiquement, mais j'ai l'impression qu'au niveau du moral aussi, c'était quelque chose de difficile. C'était très dur, parce que du jour au lendemain, je faisais du sport toutes les semaines, même encore un petit peu plus sur le côté. Je courais, je faisais les 20 km de Bruxelles, et du jour au lendemain, hop, à 35 ans, on se rend compte que tiens, on ne sait plus faire en fait. Oui, et puis tu ne sais pas non plus combien de temps ça va durer et dans quelles conditions ça va pouvoir s'améliorer. L'impression qu'il y a un monde qui s'écroule. Surtout que j'étais très indépendant en fait dans tous mes agissements, etc. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, de devoir faire appel à l'aide aux gens autour de moi, ça a été mentalement, ça a été très dur à encaisser. Oui, bien sûr, surtout qu'à 2015, tu avais 36 ans, 37 ans. 35, oui. Ouais, donc c'est rien, enfin, on a encore toute la vie devant soi, quoi. Et qu'as-tu fait pour essayer d'améliorer cette condition? Est-ce que tu as pris ça un petit peu comme une fatalité, ou tu t'es dit il faut faire quelque chose autour? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis d'améliorer cette condition? Tout ce que j'ai fait, c'est aller voir un rhumatologue qui, par test, a essayé de me trouver un traitement pour soulager le tout. À base anti-inflammatoire. Des anti-inflammatoires, vraiment, de chercher le traitement. Ça a été très, très, très progressif. Au niveau activité physique, tout ce que je faisais, c'était de la marche. Okay. Grosso modo, parce que c'était la seule activité football en salle, niet. C'était terminé. Okay. Même faire des pompages, je ne savais même plus le faire. Ah ouais. Tellement que ça me faisait mal au poignet. Donc, je me souviens que tu étais venu faire un entraînement au Bois de la Cambre, mais tu étais déjà diagnostiqué à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais déjà... Ouais, c'était dur. Hein. C'était dur. Tout était très dur, hein, je me souviens. Ça a été très dur. Bien. Et vite fait, mais on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais est-ce que tu fais un parallèle avec ta vie professionnelle à ce moment-là? C'est pas impossible. Vu que c'était l'année justement où je me suis lancé en tant qu'indépendant, où il y a eu des difficultés, etc., est-ce que ça a été un déclencheur, ou est-ce que ça s'est aggravé parce que justement ce côté privé, c'était pas fameux? C'est pas impossible. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type de situation, c'est de voir ça un peu plus globalement. Souvent, on s'occupe beaucoup du symptôme, de j'ai mal aux genoux, améliorons mes genoux, ou évitons les contraintes liées aux genoux. Mais on le sait maintenant qu'il y a des facteurs psychosomatiques qui sont très importants. Et donc, je ne remets pas en cause tout ce que tu faisais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça avait un lien. C'était dans la somme des choses qui t'arrivaient, ça devait certainement avoir un lien, puisque si je dis pas de bêtises, depuis maintenant quelques mois, voire même quelques années, ça va beaucoup mieux. C'est même mieux que ça. C'est la maladie est en sommeil. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Il y a un tout qui influence également l'évolution de cette maladie. On a trouvé le traitement aussi. C'est parce qu'à un moment donné, ça s'aggravait vraiment. J'avais des articulations qui commençaient à gonfler et limite que ça se déformait un petit peu. Ouais. Et c'est là qu'on a changé le traitement. On est passé à quelque chose de beaucoup plus lourd. Mais voilà, ça fait quoi maintenant qu'on travaille ensemble? Depuis janvier. Ouais. Depuis 5 mois. Ça fait 2 mois en fait qu'on m'a officiellement dit que la maladie est en sommeil. Mais en termes de traitement, du coup, les doses ont diminué ou elles sont... Non, les doses sont les mêmes. D'accord. Sont exactement les mêmes pour éviter justement que la maladie ne se réveille. Mais je suis convaincu, comme tu dis, qu'il y a l'environnement autour, il y a le mental aussi, l'équilibre en fait. Comme j'ai toujours dit, les 3 équilibres, physique, mental et nutritionnel, qui ont fait que ça a joué dans cette phase de sommeil pour la maladie. Est-ce que tu peux remettre un peu aussi du contexte par rapport à cette période où on te déclare cette polyarthrite? Quelle était ton hygiène de vie à ce moment-là? Comme je disais, je faisais du sport toute la semaine. Au niveau de la nutrition, il y avait des nutrition, c'était même chose. J'ai pas changé grand-chose au niveau de la nutrition. Et si on peut revenir un petit peu au démarrage de ce programme RISE que tu as suivi, qu'est-ce qui t'a décidé en fait d'embrayer le pas?
Comme j'avais expliqué, dans mon boulot, en fait, la banque en fait, avait décidé de consolider et j'ai dû me séparer en fait, de deux personnes. Déjà mentalement, là, je commençais déjà méchamment à me fragiliser. Et puis j'ai fait le choix de poursuivre cette consolidation, mais il fallait mettre le tout en place. C'est un travail qui est dantesque, parce que ça, en bref, c'est regrouper 6 agences, c'est rassembler des personnes, trouver aussi les bonnes personnes qui permettront justement de faire en sorte que ce projet soit voilà, stable, pérenne. Donc c'était un travail qui était gigantesque. Et je sentais physiquement que mon corps me donnait vraiment des signaux d'alarme. J'avais des fasciculations à la paupière, par exemple gauche, mais en permanence. Ouais. Mais en permanence, même au lever. Même au lever, je me levais du lit, j'avais la paupière qui tremblait. Quoi. Donc tu faisais des clins d'œil à tout le monde que tu croisais. Ouais, c'est ça, quoi, des appels de phare. C'était horrible. Et puis parfois, j'avais aussi des fasciculations dans le triceps gauche. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Là, le corps, en fait, m'envoie clairement un signal. Il y a une jauge, en fait, pour moi, qui est vide. Et c'est là que j'ai pensé à toi, parce que déjà en 2015, quand c'était difficile, je t'avais vu justement pour me rebooster au niveau du mental. Et entre-temps, j'avais vu que tu avais mis en place le programme RISE. Et moi, j'avais clairement compris que ton programme en fait, travaille sur 3 équilibres, le physique, le mental et le nutritionnel. Et je sentais vraiment que ces fasciculations me faisaient comprendre qu'il y a soit une des jauges, ou peut-être même plusieurs, dans ces 3 équilibres qui sont vides. Ouais, et donc, il fallait absolument que je rééquilibre. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre contact avec toi début de cette année. En fait. C'est ça. Tu peux un petit peu m'expliquer comment tu as vécu cette expérience progressivement, quels ont été un petit peu les changements radicaux que tu as pu vivre, et peut-être aussi m'expliquer ce qui a été le plus transformant pour toi. Le plus transformant, ça c'est plus compliqué, parce que il y a un tout. On revient sur cette notion-là du global. D'abord, signes les plus évidents, c'est au niveau physique, endurance physique. Lors du premier cours, je m'en souviens très bien. C'était une belle expérience. Hein. Après 17 minutes, j'ai disparu de la caméra, j'étais vomir. Ouais, juste pour préciser, il faut savoir qu'ici, moi je suis résident à Bruxelles, toi tu es du côté de Hatt. Ouais. Donc on a fait le programme complètement online. Donc ça c'est tout à distance. Ouais, c'est une particularité de cette collaboration. D'habitude je vois les clients sur place, mais voilà, c'était une facilité qu'on a décidé de choisir comme ça. Et ça s'est avéré quand même payant malgré tout. Hein. Tout à fait. Et donc ça, c'est le premier effet physique. C'est après chaque séance, je voyais bien l'évolution, que j'étais beaucoup plus endurant, que je voyais mon cœur, le rythme cardiaque qui récupérait de mieux en mieux. Donc là, pour moi, c'est le premier effet le plus marquant. Tu as pu quantifier très rapidement en termes de ressenti, même en termes de chiffres, ces progressions. Après, tu avais déjà un passif sportif qui était, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que les gens qui ont déjà un passif sportif, même s'ils redémarrent de très bas, vont remonter quand même plus vite la pente que les personnes qui redémarrent de zéro. Ouais. C'est pas pour autant qu'il faut décourager les gens d'en faire. Hein. Mais voilà, il faut le savoir aussi. Tu avais cette facilité-là et heureusement que le travail sert à quelque chose et qu'on peut encore en profiter par après. Hein. Ouais. Mais en effet, c'est vrai que c'était assez particulier. Je me dis, waouh, là, on va démarrer de très bas, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais déjà la seconde séance, ça a été assez significatif. Hein. Donc, je pense aussi qu'il y a un aspect psychologique, encore une fois, de dire, waouh, ok, j'ai atteint ma limite, mais en fin de compte, j'ai survécu. Enfin, c'était pas non plus un traumatisme, hein, qu'on le précise bien, c'était juste difficile. Donc, le fait déjà de l'avoir vécu une fois, je pense que c'est plus facile aussi de dire, ok, je sais à quoi m'attendre, on va voir un petit peu comment je réagis, mais mon corps, en tout cas, il est capable de subir cette charge-là. Ouais, la deuxième, je voyais déjà comment il fallait gérer l'effort. C'est ça, voilà, exactement. Pas donner trop à fond non plus dès le départ. Tout à fait. Et puis moi, ça m'a donné aussi beaucoup de feedback, de savoir comment jauger, et de toujours travailler avec un petit step en avant, sans pour autant sauter des étapes importantes. Et je trouve ça, c'est vrai que pour chaque séance, ça c'est chouette ça avec toi, c'est que tu demandes d'abord comment je me sens, et donc tu parviens à adapter en fonction de mon état de fatigue, parce qu'il y a eu des moments où j'avais eu
on va dire, quelques soirées difficiles. Ça arrive, hein, il y a les lendemains de week-end. Les lendemains de week-end. Hein. Et donc, ça a été, quoi. Ça a été à chaque fois. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Si je ne me tape que sur ce que je projette d'une progression d'entraînement, en fait, je ne tiens pas compte du tout du contexte. Et pour moi, c'est là qu'on se trompe. Hein. Donc, je pense en tout cas agir bien et tu as l'air de plutôt me le rendre positivement aussi. Donc ça me conforte dans cette démarche. Au niveau nutritionnel, qu'est-ce que tu as changé ? Quels ont été les conseils que tu as mis en place qui ont vraiment eu un impact sur ta forme en général ? Au niveau nutritionnel, il y a un énorme changement avec ton programme. C'est que j'ai complètement éradiqué mon addiction au sucre. Ça a été le plus gros truc. Ouais, mais bon, c'est pas. Mais c'est intéressant parce que tu le dis de manière très, très simple, mais c'est quand même une sacrée étape. On le sait, le sucre, il est omniprésent dans notre quotidien, dans notre capacité à l'avoir à portée de main. Quel était le déclic ? C'est un petit peu comme quelqu'un qui arrête de fumer du jour au lendemain. Enfin, qu'est-ce qui t'a dit non, c'est stop, quoi. Avec ton programme, tout simplement. Mais non, c'est vrai. Il fallait rééquilibrer au niveau nutritionnel. Ça servait à quoi, en fait, de rééquilibrer uniquement le physique et le mental si au niveau nutritionnel, je n'enlevais pas ce souci-là. Donc, pour moi, c'était important de faire la même chose, d'être aussi discipliné que dans les deux autres rubriques. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'on arrive sur un point vraiment de pivot que les gens arrivent à faire pour certains, dont toi. Et des personnes qui ne passent pas le cap parce qu'ils ont conscientisé que c'est important de bien manger. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne choisissent pas ? Ça, c'est encore la bonne question. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment dire, tu l'as dit, hein, c'est la discipline, mais tu parlais même si je ne dis pas de bêtises, de moments compulsifs où c'est devenu un réflexe. C'était un réflexe. Comment tu as fait pour gérer ces réflexes parce que justement, ça tu as déjà la main dans le sac de bonbons ou de chocolat. Tu as déjà mis la main sur un chocolat qui est déjà dans ta bouche, que tu dis « Ah mince, j'aurais pas dû le faire ». C'est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a avant ça pour dire « Ok, je ne le fais plus ». J'ai d'abord substitué les bonbons. C'était ça. J'avais vraiment des paquets de bonbons, mais d'1 kilo sur mon bureau. Ah oui, c'était en quantité familiale. Et je prenais, mais une quinzaine de fois par jour là-dedans, facile. Et j'ai substitué ça par tout ce qui était un peu graines, en fait. C'est un peu ça. Donc tu m'avais conseillé les graines de courge, et c'est simplement ça. J'ai substitué ce réflexe en mettant autre chose. Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a permis de limiter, de diminuer le réflexe pour qu'il n'y ait plus du tout en fait, ce besoin de... Plus d'envie de grignoter le bonbon. Non, même pas. C'est bien. Bravo. Même pas. C'est pour ça que je peux te féliciter vraiment fort parce que c'est vraiment un point hyper, hyper difficile à gérer. Moi, je le vois avec mes clients, c'est certainement j'allais dire les addictions, mais en tout cas les comportements compulsifs liés à la nourriture, que ce soit un verre d'alcool, les chips, les snacks, les apéros. C'est plus fort que juste la nutrition. C'est-à-dire qu'il y a du lien social qu'il y a là-dedans, il y a du réconfort. C'était le côté réconfort. Ah oui, le bien sucre, sûr. c'était vraiment ça, quoi. C'est la potence au sucre est naturelle. Hein, donc on en a tous besoin, mais malheureusement, on en a trop vite accès à trop grosse quantité. Et ça dérègle énormément de choses, aussi bien au niveau nutritionnel qu'au niveau hormonal et dans la tête. Hein. Dans la tête aussi, ça crée des instabilités ou des nervosités quand on est en manque. C'est une forme de drogue, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, quand on regarde comment c'est raffiné, ça ressemble à d'autres choses moins recommandables. Hein, c'est pas pour rien. Mais bravo à toi, hein, parce que qu'est-ce que ça t'a du coup amené en termes de stabilité émotionnelle ? Est-ce que tu as senti un changement par rapport à ça ? Quel lien fais-tu avec la nutrition ? Quel lien fais-tu avec la complémentation, sachant que tu as aussi pris des compléments alimentaires ? Des compléments alimentaires. Donc là, les compléments alimentaires, effectivement, ça a joué sur tout ce qui est émotionnel aussi. Si je me souviens bien, il y avait quand même pas mal de magnésium dans les compléments que tu m'as proposés. Donc déjà ça, l'aspect nutritionnel aide, mais il y a aussi ton coaching mental qui m'a permis en fait d'appréhender certaines situations différemment. Donc il n'y a pas que l'aspect nutritionnel non plus. Moi, je l'ai ressenti très fort lorsque j'étais au ski. Donc chaque année, j'y vais parce que le ski, c'est vraiment... Enfin, le snowboard, c'est vraiment une activité que j'adore.
pour dire, je suis prêt à renoncer à des vacances d'été pour des vacances d'hiver. Voilà, c'est pour dire à quel point. Partir une fois au ski plutôt que deux fois. Ouais, c'est ça. Je suis prêt à faire ça. Ok, je valide. Voilà, donc je suis prêt à faire ça. Et d'habitude, avant ton programme, j'aime bien me mettre d'abord en situation de confiance. Donc, on commence par des pistes bien gentilles, etc. Et les pistes difficiles, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va peut-être attendre le 2e, 3e jour, quoi. Et si on me la propose trop tôt, je sais que je peux être un peu tétanisé dans un premier temps en étant tout en haut de la piste. Et quand je vois la pente que c'est, bon, soit. Et ici, avec ton coaching, donc j'ai été sur les pistes et un peu par un concours de circonstances, je me suis retrouvé face à une piste noire après la 2e. Parce qu'on s'était un peu trompé. Premier jour. On s'était un peu trompé en fait dans l'itinéraire. Enfin, le hasard fait que. Ben là, je me suis rendu compte que plutôt qu'appréhender, avoir une petite peur, j'ai même pas en fait visionné en soi la piste. Je me suis dit tout de suite, bon, c'est bon, ça va aller, ça, je vais gérer, virage par virage, tranquille, je vais arriver en une pièce tout en bas. Et c'est ça en fait, je l'ai fait. Une fois que j'étais en bas, je me suis dit, ça a changé. Ah ouais. Ça, il y a vraiment un truc qui a changé. C'est intéressant. Et mais c'est hyper comment dire, moi ça me parle énormément ce que tu me dis, parce que j'ai l'impression que, j'appelle ça le discours interne, tout un petit peu ce bullshit qu'on se raconte sur je suis pas capable, ou j'ai pas envie, ou j'ai pas la motivation, ou ça va être difficile. On se rend compte que c'est beaucoup de barrières de protection, mais qui sont parfois inutiles. Ouais. On se complaît là-dedans en se disant c'est bon, comme ça je risque rien et je reste intègre physiquement, mentalement. Et une fois qu'on a passé, qu'on réussit certaines étapes, que ça soit aussi bien au niveau professionnel que physique, parce que c'est la même chose pour moi c'était dans des compétitions ou des préparations, on dit waouh, soulever 100 kilos, développer couché, c'est énorme. Mm-hmm. En fait, c'est jamais que 2 kilos à la limite de ce que je savais faire, mais cette barre psychologique des 100 kilos, pour nous, à l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins justement ce discours, c'est on y va, on sait déjà que physiquement, on va tenir le coup, parce que tu as déjà validé certains, même instinctivement, certaines choses, dis ok, je suis en forme physiquement, je sens que mes jambes tiennent bon. Et puis, c'est concentré aussi, d'être très dans l'instant présent, d'être focus sur ce qu'il y a à faire. Ouais. Et après, on en tire les conclusions. Au niveau mental, tu as toi-même en fait donné des petits trucs pour identifier, comme tu dis, des éléments pivots pour me dire, ah, voilà, là, je suis dans une situation où je risque d'avoir peur. Non, hop, on inverse un petit peu le mécanisme qui se mettait naturellement auparavant et on change un petit peu la réflexion. Plus encore l'aspect nutritionnel, de se rendre compte, tiens, on est capable de se discipliner pour enlever en fait des addictions. Le tout a fait que, comme tu dis, il y a une espèce de discours interne où on se dit c'est possible, je vais le faire. C'est vraiment ça. C'est même pas, allez, on va essayer, c'est même pas ça. Ouais. C'est même pas la conviction. C'est d'office, on va le faire. On va pas se focaliser sur la difficulté ou oui, c'est ça, on va pas se focaliser sur une situation difficile, on va directement se focaliser sur le résultat en fait à avoir. Et effectivement, c'est très important dans la démarche entrepreneuriale où ça peut arriver qu'on soit focalisé sur une difficulté et voir comment on va la contourner, alors que ce serait peut-être juste bien de regarder le résultat à atteindre. C'est top. C'est surtout ça. C'est top. Mais je voudrais encore préciser aussi quand même, tu as été hyper rigoureux dans ton implication, et pour ça je voulais te féliciter aussi, mais vraiment parce que j'ai imaginé Rise avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler avec ma carrière sportive, avec ma carrière maintenant de coach sportif, en me formant en nutrition, en me formant en mental coaching, et pour moi ça avait du sens, mais de voir à quel point ça peut changer les gens en si peu de temps, parce qu'en fin de compte il faut savoir que tu as suivi le programme 3 mois, maintenant tu fais une sorte de programme de suivi. Mais c'était radical. Moi, j'ai vu ce changement, je t'ai vu dans ton attitude, j'ai vu dans ta posture, et puis tu me l'as confirmé. Donc, c'est pas juste pour te dire. J'ai vu que tu te sentais mieux. C'est pas moi qui t'ai, tu veux dire, insidieusement suggéré des choses. Tu es venu, tu dis, ok, ça c'est validé. Tu m'as expliqué cette histoire du ski.
Donc, c'était des vrais points, on va dire, des étapes validées à chaque fois vers un sommet un peu plus haut, quoi. Donc, c'est ça. et c'était hyper inspirant pour moi. Je dis, bah oui, ok, on est dans le bon. Donc, ça m'a motivé à m'impliquer aussi à fond. Il faut savoir aussi qu'à côté de ça, je t'avais donné des routines d'entraînement via l'application mobile qu'on utilise pour continuer à avoir du suivi aussi sur le coaching physique. Tu les as suivis, mais pour ça, j'ai envie de dire, tu es un peu un premier de la classe. Hein. Donc, j'ai des personnes qui ont suivi Rise, qui ont eu des bons résultats. Évidemment, c'est directement lié à leur implication. Et ça je te trouve très admiratif. Enfin, en tout cas, moi, je suis très admiratif de cette implication-là, parce qu'à côté de ça, tu as une vie de famille, tu as une vie professionnelle qui est bien chargée, comme tu l'as expliqué. Donc, je trouve ça hyper inspirant, et c'est pour ça aussi que je tenais à ce que ça soit toi qui vienne en premier, parce que tu es un petit peu mon client modèle, quoi. Bah, ça prouve que c'est possible aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça nécessite une très grosse discipline, beaucoup de rigueur. Il faut... Déjà, dans le fait qu'il y ait un rendez-vous fixé avec toi, on sait que à ce moment-là, on met tout de côté, on va se donner du temps pour faire de l'exercice physique. Et en fonction de ça, je me mets une routine moi-même, c'est en plein milieu de la semaine, je me force à faire ça une fois. Ça ne prend pas plus que 20 minutes, tes routines en plus. Et on se rend compte que c'est très, 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 très bénéfique. Ce n'est que 20 minutes pourtant. Mais moi, je me rends compte que physiquement, je me sens vraiment bien. Ton approche, en fait, n'aide pas, ça ne résout pas les problèmes qu'on peut avoir dans son quotidien, mais ça aide vraiment à les appréhender, en tout cas de façon beaucoup plus sereine. Moi, c'est comme ça que je le... c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. Ça me permet de tenir plus sur la longueur. C'est ça. Donc tu te sens plus serein, plus confiant dans tes capacités, plus stable émotionnellement. C'est ça. Et on va vite fait, mais on va peut-être pas trop rentrer dedans, enfin c'est à toi qui me dis. Dans ta vie de famille, dans ta vie privée, est-ce que tu vois comment Rise t'a aidé aussi, d'une manière ou d'une autre ? Alors, dans la vie de famille, parmi les tips que tu m'avais donnés pour le coaching mental, il y a des choses effectivement qui ont changé. Donc tu m'avais dit d'inclure en fait mon environnement dans des processus qui peuvent être difficiles dans ma vie professionnelle. Donc de leur faire participer pour qu'ils comprennent en fait ça. Donc ça c'est juste un tips que tu m'avais donné dans le coaching mental. Donc oui, ça a clairement changé. Parce que comme ça, alors mon environnement est bien au courant que j'ai un emploi du temps qui est plus que surchargé parce que il y a ce projet-là qui est à mettre en place et qui n'est pas encore rodé. Et donc c'est ça en fait qui a changé dans ma vie privée, c'est qu'ils ont conscience en fait de ça. Et avant ça, est-ce que tu as voulu les préserver d'une certaine manière de la pression que toi tu accumulais ? Tu as voulu faire un peu un barrage ? C'est ça. Et à force de vouloir faire un barrage, on s'isole et je les ai isolés. C'est un peu ça. Et c'est peut-être l'erreur qu'on peut facilement... Mais c'était bienveillant dans un premier temps. Ça. J'ai toujours été dans la recherche de la bienveillance de mon entourage. Et en fait, dans cette quête, j'ai fini par provoquer l'inverse de ça et surtout de m'isoler. C'était vraiment ça. Je crois que ça parle à pas mal de monde, ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as parfois des décisions fortes qui ont des conséquences lourdes en termes d'implication, qui sont hyper bienveillantes, qui sont hyper bien intentionnées. Et après coup, c'est bon, là, on a fait tout le chemin, et tout le chemin retour aussi, de se rendre compte que ce n'était pas la meilleure solution, puisque tu as trouvé une meilleure solution. Mais tant que tu n'as pas de meilleure solution, tu fais du mieux que tu peux. Et c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est mon rôle en tant que coach. C'est pas spécialement te dire fais ça mieux, mais qu'est-ce qui se passerait si tu essayais comme ça ? C'est de la suggestion, à prendre ou à laisser, mais moi j'impose rien. C'est toi qui as décidé de tester. Il s'avère que ça a eu des choses positives, mais est-ce que maintenant, il y a une question qui me vient en tête, est-ce qu'on a choisi ensemble des actions où tu as choisi toi-même de changer des choses qui n'ont pas eu d'effet ou qui ont eu des effets négatifs ? Non, on avait discuté ensemble où je t'avais exposé vraiment le souci de
me sentir un peu seul dans tout ça. Ouais. Et tu m'avais dit non, il faut les inclure. Ah oui. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est très bénéfique parce que rien que cette première démarche-là, ça les autorise eux aussi de partager leur ressenti, leur point de vue extérieur aussi. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec Laurie qui me disait tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plutôt ça? Ouais. Est-ce que je peux t'aider dans ce que tu fais? Et ça, ce n'est possible que s'il y avait eu cette première démarche d'inclure l'environnement dans un projet qui paraît en fait individuel au départ. Moi, ça me touche énormément parce que c'est quelque chose dont je suis en quête aussi avec mes enfants, avec ma famille. C'est vrai que je suis beaucoup dans le professionnel, en train de développer énormément depuis maintenant 2-3 ans. Ils savent ce qui se passe, plus ou moins, mais c'est vrai que c'est un vrai beau challenge en tout cas. Je suis assez admiratif. C'est difficile parce que quand on est indépendant, on vit en fait pour le boulot. Hein. C'est vraiment ça. On vit pour une grosse partie de ta vie. On vit pour son activité, on vit pour son bébé. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte aussi que le boulot est au service de ta vie et pas l'inverse. Ouais, on est bien d'accord. Je le vois comme ça aussi. Donc, voilà. Et juste pour revenir, donc, cette question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu as entrepris et que tu as décidé d'entreprendre avec mes conseils, avec Rise, qui n'ont pas porté de fruits? Parce qu'on parle beaucoup du positif. Est-ce qu'il y a eu des aspects, si pas négatifs, qui ont peut-être eu moins d'impact pour un petit peu contraster aussi avec cette photo très, très positive de tout ça que j'apprécie. Moi, non, je pense que dans le coaching mental tu m'avais donné, il y a beaucoup de belles pistes, mais par moments, en fait, je reviens à mes réflexes un peu naturels. Et ça... Mais ça, c'est pas lié au programme. C'est pas lié au programme. Donc, le seul côté négatif, c'est plutôt de mon côté, c'est de savoir réidentifier les éléments pivots, comme tu disais, et me remettre sur droit chemin, si je peux dire ça. En selle et de rester... focus sur la ligne de conduite que tu t'imposes depuis ces derniers temps. Dans ton programme, il n'y a rien où je me suis dit non, ça c'est pas... ça, on peut laisser de côté. Ouais, non, ça, non. Rien. Mais oui, et ça, je pense que tu peux, c'est bien d'en parler. C'est dire, il n'y a rien de magique non plus, quoi. Non. Moi, je dis toujours, c'est practice makes perfect. Ouais. C'est vraiment dans la pratique que tu vas réussir à installer quelque chose de durable. Les comportements compulsifs, comme on dit, sont limite de l'ordre réflexe, cette histoire de bonbons. Mais il suffit qu'un jour tu retrouves un paquet de bonbons, tu pourrais retomber dedans. Et ce qui est fort avec ce type de prise de conscience, c'est que maintenant, tu as un peu des sonnettes d'alerte. Ouais. Et ça, c'est bien. Si c'est quand tu les laisses de côté, tu dis wow, et puis tu repasses un cap, et c'est là que tu peux revenir en arrière. Rester vigilant là-dessus, c'est important. Mais pour moi, c'est l'aspect mental en fait, qui nécessite le plus d'entraînement pour moi. L'aspect physique, en fait, je crois que c'est le plus simple. C'est s'imposer en fait une routine. Ouais. C'est l'aspect mental dans l'application de ce que tu m'as dit. C'est rapidement pouvoir identifier l'élément pivot et pouvoir, mettre les choses en place pour que tout se déroule sereinement. Mais pour ça, il ne faut pas prendre ce défocus, donc sortir un petit peu de l'emprise justement du défi entrepreneurial. C'est ça. Et ça, c'est mon avis. C'est comme ça que moi, j'observe aussi avec les clients, c'est que l'activité physique et la nutrition sont des soutiens supplémentaires justement pour permettre, tu dis toi-même, c'est se proposer, s'imposer ce cadre. Et pour moi, en dehors du boulot, juste pour ma santé. Et ça te permet un petit peu de faire le cut et certainement reprendre de la hauteur. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux personnes qui désirent entreprendre et qui désirent développer leur projet professionnel ou même, de manière générale, être mieux dans leur vie. C'est par l'activité physique, par même le fait de s'octroyer même un bon repas, de le cuisiner, d'aller au restaurant et choisir un bon plat. Ça peut être aussi des moments où on s'octroie des choses pour son corps, quoi. Ouais. Et si tu devais résumer un petit peu l'expérience Rise en quelques mots, mais très simple, une sorte de une phrase de pub, qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, j'ai la mienne que j'ai inventée avec l'acronyme Rise. Mais est-ce que toi, tu en aurais une qui te dirait, tiens, qu'est-ce qui pourrait inspirer un petit peu la personne qui désire éventuellement envisager ce
ce projet avec moi? Pour moi, Rise est une approche qui rééquilibre les 3 jauges qui, pour moi, sont ancrées en tout le monde. C'est donc l'équilibre physique, l'équilibre mental et l'équilibre nutritionnel. Et cet équilibre, pour moi, il est d'autant plus important à mesure que les responsabilités, ou même les attentes que l'on se fixe, augmentent. Et c'est pour ça que moi, j'ai la sensation que c'est une approche qui s'adresse surtout aux dirigeants d'entreprise, aux cadres seniors, aux managers donc de haut niveau, quoi. Parce que leurs enjeux sont hauts. Parce que le niveau de responsabilité augmente et, bon, il ne faut pas s'en cacher non plus, il y a l'âge aussi qui voilà, à force et à mesure qu'on avance en âge, on est peut-être effectivement mieux armé parce qu'on a plus d'expérience pour faire face à des situations. Mais physiquement, si on perd ça de vue, il y a un équilibre qui est fragilisé. Donc moi, j'ai vraiment cette conviction que, à mesure que voilà, les responsabilités augmentent, que l'âge augmente, que les attentes aussi que l'on se fixe augmentent, l'équilibre parfait entre ces 3 jauges, donc équilibre physique, mental, nutritionnel, il est important. Et pour moi, ton approche Rise répond vraiment à ça. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. On le voit très bien. Voilà, le foot, ça c'est un milieu que je connais bien. Quand on regarde, il y a des footballeurs qui sont super jeunes. Ils misent beaucoup sur leur talent. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge, si ils délaissent l'aspect nutritionnel ou physique pour les entraînements, on voit bien il y a leur niveau qui baisse. Il y a des footballeurs qui aujourd'hui ont 35 ans, qui ont encore un niveau de dingue. Et ils ont même réussi à progresser. Et si on prend la peine de les interviewer, on se rend compte en fait qu'ils ont changé énormément de choses au niveau nutritionnel et physique. Ils s'entraînent différemment, ils mangent aussi différemment pour justement rester performants. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important si on veut continuer à rester performant à mesure. Donc, de la hausse des responsabilités de l'âge, il faut être parfait parfait. Il faut chercher en tout cas à avoir cet équilibre. À l'améliorer en tout cas. C'est ça. Très bien. Mais c'est juste pour terminer là-dessus, sur ce que tu me disais, j'essaie toujours de trouver des images un petit peu simples. Et en effet, je pense que le parallèle sportif de haut niveau, donc ça veut dire aussi compétition, enjeu de haut niveau, c'est la même chose aussi pour un entrepreneur. Donc, les enjeux augmentent, la pression augmente. Et si on continue d'avoir un lifestyle qui est celui d'avant, tu ne peux pas performer. Donc, tu es obligé, à situation extrême, d'avoir aussi des solutions extrêmes. Quand je dis extrême, ce n'est pas non plus d'aller faire n'importe quoi. C'est juste d'augmenter aussi les moyens qui te permettent d'arriver à ça. Donc, en effet, on laisse rien au hasard. On améliore son sommeil, on améliore son cadre privé pour justement que ça ne soit pas un souci supplémentaire. On améliore sa capacité de résilience, qu'elle soit physique, émotionnelle, donc par la nutrition, par le coaching mental aussi. C'est une gymnastique du cerveau qu'on entraîne. Et évidemment, avoir un corps solide. Si tu as des petites douleurs de dos, non mais c'est vrai, quand tu commences à te lever le matin, que tu penses à ta douleur de dos, tu n'es pas disponible pour le reste. Donc ça t'occupe une partie de l'esprit. Donc quand l'esprit est libre, un athlète de haut niveau qui performe, c'est un athlète qui est focalisé sur ce qu'il a à faire, pas sur associer ce qu'il a mal, il a pas mal. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Très bien, quoi. Écoute, en tout cas, un grand merci pour le temps que tu m'as octroyé aujourd'hui. Je trouvais ça très intéressant. Je te trouve très inspirant dans ta capacité que tu as eue de t'impliquer dans ce programme. Et pour ça, je voulais encore te remercier. Merci à toi. Écoute, l'aventure continue, puisqu'ici, tu continues un programme de suivi 1 fois par semaine. Et ça maintient bien, j'ai l'impression, le bateau sur sa trajectoire. J'aimerais bien te proposer un petit jeu simple qui aura certainement du sens pour toi. Donc, pour rappeler, RISE, son acronyme, ça veut dire Rebuild Your Inner Source of Energy. Désolé pour la prononciation. Donc, si on traduit plus simplement, reconstruis ta source intérieure d'énergie. Est-ce que toi, tu pourrais, avec ton expérience, avec tes enjeux professionnels, trouver toi-même ton propre acronyme pour RISE, avec chaque lettre, que ce soit en français ou en anglais. Je te laisse quelques secondes, si tu veux. Tu peux écrire le R, ça pourrait être quoi, le I, ça pourrait être quoi, le S, ça pourrait être quoi, le E, ainsi de suite. Ça peut être les mêmes aussi. Ça, tu t'y attendais pas.
La petite surprise de fin de podcast. Le R, ça c'est d'office reconstruction, ça c'est sûr, certain. Le I, intérieur. Prends ce qui te vient. T'as pas besoin d'être bon dans ce que tu proposes. Juste proposer. Le S, pour moi, c'est assez simple. Même si tu me dis que ça paraît dingue, mais moi, je trouve que c'est assez simple. Simplicité. Oui. Le E. À expérimenter. Je crois que c'est un peu ça. L'expérience pour toi. Ouais, les gens doivent l'expérimenter. Donc on pourrait dire donc expérience intérieure. Reconstruction. Ouais, une reconstruction intérieure simple. Ouais. Et une belle expérience. Ouais. Super. Écoute, pourvu que ça dure, comme on dit. Et donc on se recroise bientôt. Ouais. Et en espérant qu'on puisse reproduire cette expérience. En tout cas, moi j'apprécie l'exercice et j'espère pouvoir accueillir d'autres invités prochainement. Je suis sûr que ça se fera encore. Certainement. On se recroise de toute façon bientôt. Hein. Ouais. C'est bien.